Bandeko du 242, explorateur de mémoire et dépositaire d'histoires oubliées. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un périple au sein du musée du Cercle africain, un sanctuaire moderne érigé au croisement de nos passés et de nos futurs. Niché non loin de l'imposant grand marché, à l'ombre bienveillante du rond-point Lumumba, ce lieu résonne des histoires anciennes et des rêves contemporains de toute une nation. C'est en quittant mon pays que j'ai compris que je ne connaissais rien de ce dernier. Ces mots résonnent profondément en moi, car ils incarnent le point de départ de ma quête. Une quête pour redécouvrir, préserver et partager la trame complexe de mon identité congolaise. En 2022, mes pas m'ont ramené aux racines de ma culture. Dans un musée moderne qui se dresse comme un phare au milieu du temps, je vous convie à m'accompagner dans les méandres de l'histoire, là où chaque artefact, chaque statuette devient une porte ouverte sur un passé riche et souvent méconnu. Bon visionnage. Je suis juste Soukla Sambou, guide coordonnateur du musée Cercle africain. Merci beaucoup. Alors, je souhaiterais en savoir un peu plus sur la genèse du projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment tout ça est né en fait, le musée du Cercle? Bon, le musée Cercle africain, c'est un fruit du partenariat public-privé entre le gouvernement et Unicomo. Le bâtiment a été abandonné. Après, on a acquis ce partenariat. En détail, je vous dirais tout simplement que Cercle africain, c'est d'abord un bâtiment qui existait. Mais pour les raisons de votre interview, je vais beaucoup plus me focaliser sur la réponse portant la question du pourquoi musée Cercle africain. Au départ, entre 2010 et 2013, il y avait un DG à la tête de Eni Congo qu'on appelait Dr Luca Cosentino, un Italien. Luca Cosentino était un grand collectionneur d'art. À la fin de son contrat, il s'était retrouvé avec 80% de tout ça, de toutes ses œuvres. Voilà comment il avait fait don à Eni Congo. Et Eni Congo, à son tour, s'est posé beaucoup de questions sur les devenir de ses œuvres. Et voilà comment il s'était dirigé d'un pied alerte vers la municipalité de Pointe-Noire pour voir si seulement si il pouvait être à mesure de transformer et rénover ce bâtiment si historique en un musée. C'est ce qui fut fait, raison pour laquelle le 3 décembre 2018, ce beau musée avait été inauguré par le ministre des Sylvain Kalu, accompagné par son homologue de la culture et des arts. Et la cérémonie avait bien entendu été patronnée par l'UNESCO. Voilà, tel est en condensé la réponse à la question pourquoi musée Cercle africain. Voilà. D'accord, super, merci. Alors, je sais que, je suis congolais, donc je sais que la culture du musée n'est pas encore très très grande ici au Congo. Et moi, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour intéresser les Congolais à la culture du musée en fait. Une très belle question. On peut d'abord noter que c'est le premier musée de la ville de Pointe-Noire. Et la lacune a été bien entendu comblée via ce partenariat public-privé qui est pour nous, les Congolais, un acte ineffable et qu'on ne peut que louer. Alors, parlant de l'attraction de ce musée pour les Congolais, bon, au début c'était un peu difficile, on dit vrai, c'était un peu difficile parce que ce n'est pas de notre culture, la visite de musée, vivre ensemble avec les musées, ce n'est pas de notre culture. On a toujours eu à le souligner pendant les interviews que ce n'est pas comme un projet de maraîchage, et après 3 mois vous aurez de la laitue. Le projet du musée, surtout au Congo, a demandé du temps. Et là, nous pouvons vous assurer, avec un degré de confiance élevé, que les gens ont compris l'importance de cette belle œuvre, patrimoine. Les gens viennent visiter. Il y a maintenant de nombreux mois. De temps à autre, nous organisons pas mal d'activités
qui nous ramènent toujours à la toile au niveau de la République et aussi au niveau mondial. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment, nous avons été promus comme étant meilleure société culturelle de la ville océane. Ça veut dire que nous avons pris au moins occupé un niveau au niveau de la ville, un niveau important au niveau de la ville concernant la culture. Et à côté de ça, il y a des élèves. Les élèves, c'est connu pour des élèves. Le musée cirque africain, je peux dire... il y a les partenariats avec des écoles, du coup. Bien sûr, nous avons des partenariats avec des écoles, pas mal. Notre musée occupe une place, je peux qualifier entre griffes, de parascolaire au niveau de la ville océane. Parce que quand les élèves sont en cours, ou bien quand ils finissent leur cours, la chute, c'est d'abord le musée, après la maison. Est-ce qu'on peut parler des activités annexes? J'ai vu que la dernière fois je suis venu pour rencontrer une personne et j'ai vu qu'il y avait des pièces de théâtre, vous avez commencé à en parler justement. Qu'est-ce que vous organisez souvent comme type d'activité souvent voilà. Bon, pour cette question qui est si pertinente, je vais pouvoir vous parler des activités générales du musée. Alors d'abord, nos premières activités ici au musée africain, ce sont des expositions. Nous avons une exposition permanente des masques, des statuettes et de l'histoire. Ici, l'histoire, c'est des panneaux descriptifs. Par exemple, le panneau décrivant l'historique du musée africain, le panneau décrivant l'historique de la ville de Pointe-Noire, etc. Et aussi la photographie. Vous trouverez bien entendu l'évolution de la ville de Pointe-Noire entre 1924 et 1934, la construction du chemin de fer, et aussi un petit condensé de l'historique du pétrole au niveau du Congo. Et quand vous serez à l'extérieur, vous allez bien entendu découvrir notre exposition permanente de peinture, qui est une collection d'œuvres des artistes peintres du Congo, qui a été le fruit de notre première édition du salon de peinture du Congo, parce qu'au musée cirque africain, chaque année, nous organisons un salon de peinture. Oui, au cours de ce salon, nous invitons les peintres de la République, donc les peintres de Brazzaville, de Pointe-Noire, et à côté de ça, chaque vendredi, nous organisons des soirées cinéma. C'est hebdomadaire, c'est une activité pérenne que le musée a mis en place depuis sa création. Et aussi, on peut citer des conférences, des soirées comme des soirées soft, des soirées soft d'anniversaire, des concerts, des théâtres, des danses, des ballets théâtres. Et aussi, on avait ajouté des mariages coutumiers. Alors, mariage coutumier, ça a trait avec la culture. Vous savez, c'est sous forme de donation. La belle famille donne, l'autre famille aussi donne. Et cette culture-là, on a voulu mettre ça un peu en exergue, raison pour laquelle le musée a pensé abriter aussi ce genre d'activité depuis un certain temps. Voilà, pour condenser ce que le musée cirque africain organise comme activité. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait des cours de peinture pour des enfants à l'extérieur. Comment ça a commencé? Qui en a eu l'idée? Et surtout, pourquoi c'est important pour vous d'initier les enfants à l'art de la peinture? Oui, bien entendu. C'est l'ODD4 du développement durable, portant l'éducation pour tous. Le musée, via son comité culturel, a pensé organiser chaque vacances des ateliers, vacances de peinture pour enfants de 8 à 16 ans. Durant ce temps de formation, les artistes peintres, les encadreurs, apprennent aux enfants la peinture. Donc, on commence du dessin sur papier, simple, on augmente le niveau sur papier Bristol avec de la gouache, et enfin, on chute au niveau de la toile en utilisant la peinture acrylique. Donc, l'enfant apprend déjà, se familiarise avec le dessin, et on espère avoir à l'avenir
des grands artistes. Des grands artistes. Et c'est même là aussi une occasion de pouvoir tirer la sonnette d'alarme en des parents qui voudront bien plonger leur enfant dans cette aventure picturale. Je trouve ça vraiment super bien et ça occupe de façon ludique les enfants. Bien sûr, au lieu que les enfants restent à la maison, de passer le temps à ne rien faire. C'est ça. Ils doivent venir au musée. Mais l'année prochaine, nous aurons pas mal d'autres ateliers, comme le tricotage, la danse, conte, slam, et aussi de l'humour. Voilà, la comédie. Oui, d'accord. Il y aura des ateliers comme ça au musée et les parfait. enfants seront occupés. Ici, nous avons deux cercueils. Ce sont des gisants normalement. On va dire cercueil parce que quand on dit cercueil à une personne, la personne a peur de commencer à écorner l'image de l'œuvre en fait. Ben oui. Donc ce sont des copies, les vrais sont des tailles 2 mètres, 2 mètres 50. Ces œuvres nous proviennent de l'ethnie Soukou de la RDC. Alors dans cette ethnie, ils n'enterraient pas leur dignitaire. Quand ils perdaient leur dignitaire, ils récupéraient tout simplement leurs os derrière les décapités, mettaient derrière ce genre d'œuvre et gardaient dans des pièces pour pouvoir les vénérer du jour au jour. Voilà, comme les ceux que vous montrent, ça c'était pour des dignitaires femmes, et là c'était pour des dignitaires hommes. D'accord. Donc en fait, ils enterraient les... Ils ne les enterraient pas, ils les gardaient dans des pièces. Oui. Dans des musées en Europe, il y a des dispositifs qu'on appelle des gisants. C'est-à-dire, ils ont excavé des tombes des anciens rois, des restes là, ils ont mis dans des gisants et ils ont gardé dans des pièces. D'accord, ok. Voilà, pour pouvoir les conserver d'une façon durable. D'accord, ok. Et mais donc dans les versions grandes que vous avez dit là, qui font 2 mètres là, il y a aussi des restes. Exactement. Ok, ici, d'accord. ce sont des copies, ça vous permet juste d'utiliser ici à titre d'information, ça donne juste une information, un message sur comment est-ce que ça s'est passé chez eux là-bas. D'accord, ok. Donc les vrais sont beaucoup plus grands en fait. Les vrais, c'est beaucoup plus grand. Ok. Dans des vrais gisants, il y a des restes d'êtres vivants. D'êtres vivants. Ok, d'accord. Alors là, ce sont des fétiches. Par exemple, ce chien, il a 2 têtes, une tête à gauche, une tête à droite. Partout où vous irez, lorsque vous rencontrez une œuvre ayant 2 têtes, dites-vous qu'on l'utilisait soit pour le bien ou pour le mal. Donc le côté gauche symbolisait tout ce qui n'était pas bon, c'est-à-dire le mal, et le côté droit, le bien, donc des yin et des yang. Ici, vous avez des points. Ici, chaque point représentait soit un bonheur ou un malheur. D'accord. Ça, c'est le siège de sa magie. Alors, vous voulez faire le bien. On va vous demander de lécher la pointe tout en prononçant ce que vous avez besoin. Une fois que la pointe sera mise sur la structure, hop, ce que vous avez prédit va se réaliser. Même principe pour le mal aussi. On va vous donner la pointe que vous allez lécher. Par exemple, vous voulez que votre ami ait des maux de tête durant 2 jours, on met la pointe, hop, votre ami aura des maux de tête. Maintenant, concernant des maladies, c'était des maladies destructrices à caractère pacifique. Vous avez prédit quelque temps de maux de tête. Et après, quelque temps, beaucoup plus moins, l'humanisme, vous dites que non, mon ami est souffrant, vous aurez cette obligation aussi d'aller revoir le féticheur moyennant un pot de vin. Lui aussi, il avait ce devoir de pouvoir retirer la pointe qui était en train d'enfoncer la maladie sur votre ami. Il a fait votre ami retrouver sa santé. Ah ouais. Voilà. Ok. Et 1, 2, 3, ce sont des kissi-kondés. Maintenant, au terme générique chez les Vili, on qualifie ces fétiches des mianda. Ici, c'était pour tuer. Une pointe était égale à 1 mort. Mais à une seule condition, vous devez avoir raison. Si vous avez tort, feedback, retour à l'envoyeur. Ici, vous avez ce singe. Ici, la pointe, c'était pour envoyer des maladies en des gens, mais des maladies qui gaspillaient généralement la peau, comme la lèpre, zona, staphylococcus au niveau général du corps. Ce fétiche à 2 têtes, c'était pour protéger des jumeaux qui tombent souvent malades, des maladies d'ordre maléfique. Ça, c'était pour tuer des personnes à distance. Ça, c'est un totem, c'était pour implorer des bruits sectoriels. Ça, c'est un fétiche qu'on appelle Nzobi. Nzobi, c'était pour protéger la vie d'une personne. Si tu es protégé par ce fétiche et qu'une personne commet la maladresse de venir te visiter mystiquement, cette dernière sera aussi confrontée mystiquement par ce couteau.
Et enfin, ça aussi, c'est un fétiche teke qu'on appelle l'oubli. L'oubli, c'était pour bloquer la vie d'une personne, c'est-à-dire multiplier tous tes efforts par zéro. La barre de fer que tu es en train de voir avec tes droites, on a pris la barre de fer, on a confessé sur toi que Monsieur X ne pourra rien faire, tu gagneras. Dès lors que la barre de fer sera mise autour de l'œuf, hop, tous vos efforts seront multipliés par zéro. Ah oui. Les informations sur notre quartier fétiche du musée du cercle africain. Les instruments de musique. Alors, à l'époque, je les trouve vraiment incroyables et je me pose la question de savoir est-ce qu'on on sait comment ils sonnent. De l'époque. Quand il y avait par exemple un problème dans des villages, la personne prenait cette œuvre, partait se positionner une position beaucoup plus haute dans le village et commençait à battre, à donner un rythme. Oui. Chez les Bakongo, dans le pool, ils ont un rythme qui annonce par exemple le décès. Tatabongiri, tatabongiri, tatabongiri. Donc quand les gens vont écouter ce son, sauront que non, dans le village, il y a un cas de décès. D'accord. Voilà, c'était juste pour véhiculer un message. Et ça, à la trompe du message, c'est le messager qui l'ont utilisé. Donc avec sa trompe, il sifflait. Et quand l'attention était dirigée vers lui, il profitait de faire passer son message. D'accord, voilà, le pourquoi ces instruments de musique à l'époque. C'était pour véhiculer le message, le téléphone de l'époque. D'accord. Donc ça pouvait être à la fois téléphone, mais aussi pour danser et faire la fête. Bien sûr. C'est génial ça. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une bibliothèque digitale où on sait comment ça sonne? Non. C'est dommage. Parce que la seule... Nous sommes en train de... Je suis curieux. Vous savez, c'est un nouveau domaine dans le Congo. Oui. Et avec les formations, nous y sommes déjà en train de se former sur la conservation numérique. Donc on va simuler toutes ces choses. Exact. Et on va garder dans des fichiers. Et ça fera aussi l'objet d'une prochaine exposition. Ce serait pas mal d'avoir une installation justement où on met un casque, on écoute. Oui, ce serait bien ça. C'est de la conservation numérique. Oui, ce serait génial ça. Donc on va numériser toutes ces œuvres en 3 dimensions et mettre en place une exposition et enfin créer comment les disposer dans le musée. Et donc dorénavant, au lieu que je sois toujours là en train de parler, il y aura des dispositifs qui vont me renseigner sur les œuvres que vous serez en train de voir. Parfait. Donc, au plus tard, mi-2023, on va pouvoir améliorer les choses, rendre le musée beaucoup plus actuel. Voilà. Bon, ben voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette première présentation. L'initiative que vous avez vue, et je pense que la vidéo se fera de tout le monde et le musée africain sera vulgarisé. C'est mon souhait, c'est mon souhait aussi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.